Au début de 1945, les forces alliées pénétrèrent dans des territoires où le système de garde nazi restait actif. Les premiers rapports décrivirent des complexes avec des baraquements saturés, des cadavres non enlevés et des documents montrant des exécutions réalisées à peine quelques heures avant. À Auschwitz, Majdanek ou Buchenwald, les équipes médicales trouvèrent des entrepôts remplis d'effets personnels classés et des fosses récentes qui confirmaient la continuité opérationnelle de l'appareil répressif jusqu'à l'effondrement final. À Dachau, des soldats américains abattirent plusieurs gardiens après avoir inspecté des trains chargés de morts. En Tchécoslovaquie, des partisans exécutèrent des unités complètes des SS en retraite. En Silésie et en Prusse, l'armée rouge appliqua des représailles immédiates lorsque les prisonniers identifièrent des gardiens impliqués dans des abus. Dans de nombreux camps, la combinaison entre preuves matérielles, témoignages directs et membres des SS tentant de dissimuler leurs insignes transforma la capture en décision prise en quelques minutes. Ce documentaire examine pourquoi, lors de ces derniers jours, tant de gardiens des SS furent exécutés lorsqu'ils furent capturés. De escorte à instrument de domination, l'origine des SS. L'histoire des SS commence par une mission simple au sein du Parti national-socialiste. À la mi-1925, Julius Schreck reçut l'ordre d'Hitler d'organiser un petit détachement chargé de l'accompagner de près lors de ses apparitions publiques. Cette unité initiale, appelée Stabswacht, fut formée avec des partisans qui avaient déjà participé à des groupes similaires créés avant le coup d'État raté de 1923. En quelques semaines, ce groupe prit le nom de Schutzstaffel, un nom qui reflétait son rôle de garde du corps fiable à une époque où le parti nazi tentait de se consolider dans diverses régions allemandes. Leur apparence dérivait également des unités précédentes. Des vestes d'hiver grises portées par l'ancienne Stabswacht, des casquettes noires avec une tête de mort argentée et des brassards avec la croix gammée restèrent des symboles visibles. La nouvelle formation conserva ces signes pour transmettre la continuité au sein du parti et projeter une image de discipline et de cohésion lors des événements locaux. En septembre de la même année, Schreck envoya des instructions officielles aux dirigeants régionaux du mouvement pour qu'ils forment des groupes Schutzstaffel dans chaque district. Le mémorandum expliquait que leur mission principale était de garantir la sécurité lors des réunions du parti et de renforcer la protection personnelle d'Hitler lorsqu'il prenait la parole ou visitait une section régionale. Les directives insistaient sur le fait que ces unités ne devaient pas être perçues comme un corps militaire, ni comme un groupe improvisé, mais comme un ensemble de partisans fiables. Il était souligné que les SS devaient être composés d'hommes capables de protéger les assemblées du parti contre les agitateurs et de défendre le mouvement contre les provocateurs extérieurs. Ce texte mentionnait également que la discipline du parti ne permettait aucune hésitation et que les tâches des responsables régionaux incluaient la promotion de nouveaux membres et le soutien à la diffusion du journal Völkischer Beobachter. Le message était clair. Les SS devaient être une structure de loyauté stricte, créée pour ordonner et assurer l'activité publique du parti. Vers la fin des années 1920, les SS restaient un groupe réduit intégré dans l'entourage sécuritaire du Parti national-socialiste. En 1926, Himmler dirigeait déjà les troupes de protection dans sa région et en 1927, son travail dans l'organisation des événements du parti contribua à sa nomination en tant qu'adjoint du Reichsführer SS. À ce moment-là, les SS agissaient comme un groupe auxiliaire dédié à garantir le déroulement sans incident des activités du parti. Le travail de Himmler au siège de Munich approfondit cette fonction. Coordonner la présence des SS lors des événements impliquait des responsabilités logistiques, le contrôle du personnel et l'assignation des fonctions dans des situations où la sécurité du leader était prioritaire. Cela fit de lui une figure capable d'influencer la manière dont les SS étaient utilisés face au public, en plus de le rapprocher du noyau dirigeant du mouvement. Durant ces années, alors que le parti élargissait sa présence territoriale, Himmler assuma des tâches administratives et de propagande qui le placèrent en position de réformer en interne l'organisation. Entre 1929 et 1931, la direction centrale des SS passa par différents modèles administratifs. D'abord, il y eut le SS Oberstab, dirigé directement par Himmler et divisé en secteurs d'administration,
de personnel, de finances, de sécurité et de questions raciales. Cette structure fut remplacée en 1932 par un organisme appelé SS-Amt, dirigé par Ernst Bach, chargé de gérer l'administration, le personnel de réserve et les services médicaux. En même temps, la sécurité politique reposait sur le service de renseignement dirigé par Heydrich, tandis que les questions raciales étaient confiées au bureau dirigé par Dare. La croissance rapide du parti nazi et des SS à l'approche de 1933 permit à Himmler d'augmenter son effectif avec des spécialistes à plein temps, remplaçant ainsi les vétérans du parti qui jusque-là occupèrent des fonctions techniques. Ce processus montre comment les SS cessèrent d'être un groupe de garde pour devenir une structure administrative en expansion avec des compétences internes de plus en plus larges. À partir de janvier 1933, avec l'ascension de Hitler au pouvoir, Himmler et Heydrich initièrent une transformation décisive. Ils intégrèrent diverses structures policières de l'État sous la supervision des SS, étendant leur autorité au-delà du domaine partisan. Pour gérer cette incorporation, le Führungsstab fut d'abord instauré, un organe de liaison chargé de coordonner les relations avec les agences officielles. Après la mort de l'ancien officier prussien qui le dirigeait, la responsabilité passa aux collaborateurs directs de Himmler, bien que cette solution se révéla insuffisante. Cela conduisit à la création de bureaux spécialisés, les Hauptämter, qui assumèrent des fonctions de plus en plus larges au sein de la police du Reich. Parmi ces nouvelles entités se distingua le SS Hauptamt, dirigé depuis 1935 par Kurt Wittje, qui centralisa la coordination opérationnelle et consolida le rôle des SS comme acteurs clés dans la sécurité intérieure de l'État. Avec cet appareil administratif en marche, les SS commencèrent à assumer un rôle croissant dans les questions de sécurité intérieure. Parallèlement, le système des camps de concentration commença à s'étendre sous leur supervision. Depuis 1936, le nombre de détenus augmenta d'année en année, ce qui fut accompagné de l'ouverture de nouveaux centres dans diverses régions du Reich. Bien que le chapitre présent ne traite pas des fonctions répressives de ces lieux, il est nécessaire de souligner que le contrôle de ces installations renforça la présence des SS au sein de l'État et élargit leur influence dans les domaines de la surveillance et de la garde. Cette expansion montra la capacité des SS à gérer des structures de plus en plus complexes, un trait qui serait déterminant pour leur future expansion militaire. Le processus de militarisation commença peu après l'arrivée du parti au pouvoir. Les premières unités armées des SS surgirent comme des détachements de services permanents qui complétaient les tâches de sécurité politique. Ces groupes évoluèrent vers une force moderne basée sur le modèle de l'armée allemande, mais organisée de manière parallèle. À partir de 1934, un système complet de recrutement, de formation et de logistique indépendant de l'armée se développa, avec des écoles pour officiers, des instituts pour sous-officiers, des centres médicaux, des installations de recherche et de développement, ainsi que des commandements opérationnels de niveau équivalents aux structures militaires supérieures. Cette évolution montra clairement que Himmler ne cherchait pas à limiter les SS à des fonctions policières ou administratives. Il cherchait à leur donner un rôle militaire propre, en s'appuyant sur le prestige du modèle militaire allemand pour garantir efficacité et reconnaissance interne. La création de ces unités suscita des tensions avec l'armée, qui voyait d'un mauvais œil le développement d'un corps armé en dehors de ses compétences. Certains dirigeants militaires considéraient que les SS jouaient à être des soldats, mais l'institution poursuivit son plan. L'objectif de Himmler n'était pas de remplacer l'armée, mais de construire une force qui alliait loyauté politique et entraînement régulier, capable de participer à des tâches de protection, de déploiement rapide et d'opérations liées au projet d'expansion territoriale. À la fin de la décennie, ces unités disposaient déjà de régiments formés par du personnel spécifiquement formé selon les normes internes des SS, tels que les régiments Deutschland et Germania, ainsi que la Leibstandarte formée autour de la protection de Hitler. La formation des officiers au sein de ce nouveau corps suivait des modèles inspirés du système traditionnel allemand, bien qu'avec des adaptations. Dans les écoles, des contenus d'instruction physique, de maniement de base des armes et de pratiques de discipline collective étaient inclus. Bien qu'il fût attendu que les candidats arrivent avec une certaine expérience acquise dans des unités régulières, les centres de formation consacraient encore du temps à enseigner des techniques de base. Cependant, leurs programmes n'étaient pas innovants,
mais il remplissait l'objectif de former un corps professionnel plus diversifié que les institutions similaires de l'époque. La sélection des officiers conservait une forte charge politique. De nombreuses décisions étaient prises en fonction de l'engagement envers le parti et des connexions personnelles, ce qui faisait que certains officiers occupaient leur poste en raison de leur activité politique plutôt que de leur instruction. Dans les premières unités armées des SS, appelées troupes de mission spéciale, une grande importance était accordée à l'entraînement physique et au renforcement de la camaraderie. Des activités sportives entre officiers, sous-officiers et soldats visaient à faire en sorte que tous se considèrent comme faisant partie du même groupe. Cette ambiance contrastait avec la rigidité formelle de l'armée, car dans ces casernes, il était courant que les portes et les armoires soient laissées sans clé et que le personnel vive dans des espaces communs avec un degré de confiance plus élevé. Cela permettait à la discipline de reposer davantage sur des habitudes collectives que sur des hiérarchies excessivement marquées. Le développement militaire continua avec la création de l'inspectorat des troupes de mission spéciale en 1936, dirigé par Paul Hauser. Là, l'évolution de ces unités était supervisée et les détachements dispersés étaient intégrés dans une structure réglementée. À la fin de la décennie, ces forces étaient organisées en régiments capables d'assumer des fonctions plus larges, ce qui représentait un pas vers la consolidation de leur présence dans le tissu militaire du Reich. Tous ces éléments allèrent devenir la base de la future Waffen-SS, qui, en 1939, fut officiellement reconnue comme la branche militaire des SS. La création des Waffen-SS marqua la fin du processus décrit dans ce chapitre. Ce qui avait commencé comme un petit groupe servant de garde du corps lors des événements du parti s'était transformé en une organisation avec une structure, une présence étatique, un appareil administratif propre et une force militaire indépendante. Cette croissance ne se limita pas à augmenter le nombre de membres. Elle impliqua également la définition d'une doctrine interne basée sur une discipline rigide, une formation étendue et une loyauté absolue envers le leader. La combinaison de l'appareil administratif, du contrôle interne du mouvement, de la présence dans les tâches de sécurité de l'État et du développement d'unités armées délimita le profil des SS juste avant le déclenchement de la guerre. Violence, armement et comportement. Le profil réel des Waffen-SS. Dès les premiers jours de la guerre, les Waffen-SS furent associés à un modèle de violence extrême et à un comportement qui contrastait avec celui de l'armée régulière. En Pologne, bien qu'elles ne forment pas encore des divisions complètes, leurs régiments furent envoyés dans les secteurs où la résistance la plus forte était attendue. Lors des combats urbains et dans des positions fortifiées, elles subirent des pertes bien plus élevées que celles de la Wehrmacht, et tandis que les commandants de l'armée attribuaient cela à un manque de préparation, les officiers des SS insistaient sur le fait qu'on leur assignait les points les plus durs, alimentant la perception que leur fonction était de frayer un chemin par un usage agressif et frontal de la force. Cette image se consolida en 1940 lors des avancées à travers les Pays-Bas et la Belgique. La Leibstandarte traversa les décombres incendiés de Rotterdam après le bombardement allemand, avançant parmi les ruines et les flammes actives. En France, la marque de brutalité fut scellée par le massacre de Paradis. Plus d'une centaine de Britanniques faits prisonniers furent alignés contre un hangar et mitraillés par une compagnie de la division Totenkopf. Les blessés furent achevés au sol. Bien que dans les documents internes, l'événement ne fut mentionné qu'avec des euphémismes, les témoignages de réservistes et les plaintes enregistrées au quartier général des SS, qui parlaient de pratiques inappropriées, révélaient que ce crime n'était pas un épisode isolé. Après la campagne occidentale, de nouveaux rapports décrivirent des représailles systématiques de la Totenkopf, destruction de villages où il y avait eu de la résistance, incendies volontaires et traitements brutaux des prisonniers. La division fut vue depuis lors comme une formation opérant en dehors des standards de la Wehrmacht, un concept qui ne ferait que se renforcer dans les années suivantes. L'expansion vers les Balkans ajouta une autre dimension au rôle répressif des Waffen-SS. Avec l'augmentation de l'activité guérilière en Serbie, Croatie et Bosnie, la division de montagne Prince Eugen fut créée, destinée à opérer contre les partisans par des raids, la destruction de refuges et un contrôle violent des villages. Son recrutement en vint à dépendre de pressions et de menaces, révélant le caractère de plus en plus coercitif de la machine SS.
Ces opérations anti-partisans comprenaient des incendies de villages, des arrestations arbitraires et la destruction de ressources agricoles, renforçant son rôle en tant qu'instrument de répression régionale. Sur le front de l'Est, la collaboration des Waffen-SS avec les unités mobiles d'extermination ajouta un aspect encore plus sombre à leur réputation. Bien que le commandement opérationnel des tueries incomba à la police de sécurité, des unités SS fournirent du personnel, des véhicules et un soutien logistique dans des zones où des exécutions de masse de juifs, de commissaires politiques et de civils accusés d'aider les partisans eurent lieu. Des documents et des témoignages ultérieurs situèrent des pelotons SS dans des localités telles que Minsk, Mogilev ou Kiev, renforçant l'association directe entre leurs unités de combat et les opérations d'assassinat systématiques. Pendant ce temps, des divisions comme la Das Reich se distinguèrent lors des grandes offensives mobiles en Ukraine et dans les combats pour Kharkov. Leur combinaison de discipline rigide et d'équipements modernes, mitrailleuses MG42, Char Panther ou Tiger II, alimenta leur réputation de force redoutable. Ces ressources, intégrées massivement dans leur compagnie, donnaient à leur formation une capacité de feu bien supérieure à la moyenne allemande. Mais cette puissance de combat s'accompagna d'une violence extrême. Plusieurs documents de la Wehrmacht enregistrent des exécutions de soldats soviétiques qui tentèrent de se rendre et des représailles contre des villages suspects de soutenir les guérilleros, y compris des destructions complètes et des fusillades après des interrogatoires sommaires. En Italie et en France, surtout à partir de 1943, réapparurent des exemples de punitions collectives et d'exécutions de civils dans des zones où agissaient des guérillas ou des groupes de résistance. La Das Reich, dans son déplacement vers la Normandie en 1944, ajouta de nouveaux épisodes de représailles qui renforcèrent l'image d'une force cherchant à dominer par la terreur, sans séparer combat et punition. Les documents de Nuremberg finirent de dresser ce tableau. Les Waffen-SS, en tant qu'organisation, avaient collaboré avec l'appareil d'extermination dans les transferts, la surveillance et le soutien logistique. Leur conduite en combat, marquée par la tendance à se battre jusqu'à la fin et à se rendre uniquement en dernier recours, s'ajoutait à un passé documenté de massacres, d'exécutions de prisonniers et de destruction de populations entières. Des divisions comme Totenkopf et Das Reich devinrent les symboles de ce modèle, une combinaison d'agressivité tactique, d'armement de pointe et de participation directe aux crimes de guerre qui marquèrent leur action sur tous les fronts. 100 prisonniers, les vraies causes des exécutions. Pendant l'hiver 1944, de nombreux soldats alliés comprenaient déjà que se confronter à des unités arborant les insignes des SS n'était pas la même chose que capturer n'importe quelle autre troupe allemande. Les rapports de renseignement et les nouvelles venant du front parlaient d'exécutions de prisonniers, de villages rasés et d'une manière de combattre où la reddition ne garantissait pas de sortir vivant. Dans les documents qui furent ensuite rassemblés pour les procès, il était mentionné que plusieurs divisions des Waffen-SS avaient laissé un trace de fusillade de soldats ennemis désarmés et de meurtres de civils dans diverses régions de l'Europe occidentale et que ces antécédents circulèrent parmi les unités alliées qui allaient ensuite entrer en combat pendant l'offensive des Ardennes. Dans ce contexte, arriva l'ordre pour l'offensive que les Allemands appelèrent « brouillard d'automne ». 3 jours avant le début de l'attaque, Hitler réunit ses généraux et leur expliqua clairement ce qu'il attendait des formations des Waffen-SS qui devaient ouvrir la voie. Dans ce discours, il insista sur le fait que ces unités devaient semer la peur et la panique et qu'elles ne devaient faire preuve d'aucune pitié, ni envers les combattants ennemis, ni envers les prisonniers de guerre, ni envers la population civile. Pour la première division Panzer SS, Leibstandart Adolf Hitler, qui allait mener l'un des axes de l'attaque, ce message correspondait à une pratique déjà connue sur d'autres fronts. L'utilisation délibérée de la terreur pour intimider l'adversaire et renforcer leur propre image de troupe implacable. Au sein de cette division, un groupe de combat blindé fut formé sous le commandement de l'Obersturmbannführer Joachim Peiper, un officier de 29 ans issu de la garde personnelle d'Hitler, connu pour sa dureté. Dans les années précédentes, il avait commandé des unités impliquées dans des crimes de guerre, et parmi ses propres hommes circulait la phrase qu'il aimait répéter sur l'utilité d'avoir une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation à ses engagements. Pour lui, maintenir cette réputation signifiait continuer à recourir à des méthodes de terreur,
et ses subordonnés savaient qu'on attendait d'eux qu'ils agissent avec une violence dépassant les limites habituelles de la guerre conventionnelle. Le 17 décembre 1944, des éléments du groupe de combat de Paper interceptèrent un groupe de soldats américains près du carrefour de Boniez, à quelques kilomètres de Malmedy. Il s'agissait d'artilleurs et de troupes de soutien qui avaient été surpris par l'avancée allemande et qui finirent encerclés. Ils furent désarmés et conduits dans une prairie, où ils furent maintenus concentrés sous la surveillance de la garde des SS. Au cours de cette matinée, plusieurs témoins rapportèrent des tirs d'armes automatiques et des séquences de feu qui ne correspondèrent pas à un échange de combats régulier. À la fin, le terrain fut couvert de corps. Seuls quelques hommes parvinrent à s'enfuir, se traînant entre les cadavres ou profitant de moments de confusion pour courir vers les bois voisins. Les survivants furent récupérés plus tard par d'autres unités américaines et transférés en arrière. Leurs récits concordaient sur les détails de base. Ils avaient été capturés, alignés dans un champ ouvert et fusillés lorsqu'ils n'étaient plus armés. Ces témoignages passèrent rapidement de la chaîne de commandement locale au supérieur, et en quelques heures, les services de renseignement de l'armée diffusèrent la nouvelle que des soldats américains prisonniers avaient été assassinés en masse par les SS en Belgique. Une partie de l'information fut envoyée à la presse, et le lendemain, des titres apparurent parlant de tanks allemands tirant sur 150 Américains désarmés, ou de nazis massacrant des captifs sur le territoire belge. Les journaux militaires et civils consacrèrent des colonnes entières à décrire le massacre et à souligner que parmi les morts, il y avait des hommes blessés qui étaient déjà hors de combat. L'impact sur le moral des unités qui continuaient à combattre dans les Ardennes fut immédiat. Dans des messages internes et des lettres, certains officiers décrivirent comment la nouvelle avait provoqué un mélange de colère et de peur dans les rangs. Le message qui revenait souvent était simple. Si des hommes des Waffen-SS étaient faits prisonniers, ils pouvaient s'attendre à une fin similaire. Dans des rapports ultérieurs, un officier américain reconnaissait que l'information sur le massacre était devenue une de nos meilleures armes, car elle nourrissait la détermination de ces hommes à résister et, en même temps, adoucissait les scrupules lorsqu'il s'agissait de traiter les captifs des unités SS. Dans ce contexte, la ligne séparant la guerre selon les règles d'une guerre de représailles commença à s'estomper. À partir de ce moment-là, certains commandants commencèrent à transmettre des instructions verbales, laissant moins de place à l'acceptation des redditions d'unités ayant des antécédents de brutalité. Dans les secteurs où les combats étaient particulièrement confus, plusieurs rapports ultérieurs enregistrèrent des incidents où les prisonniers des SS n'arrivaient pas toujours au centre de collecte, et des témoignages de campagne révélèrent que de nombreux soldats justifiaient ces actions comme une conséquence directe du climat créé par le massacre. L'offensive allemande dans les Ardennes contribua également à durcir la perception de ce qui était en jeu. Les Américains firent face à une attaque surprise dans des conditions hivernales, avec des unités isolées, des retraits désordonnés et des noyaux de résistance se maintenant avec peu d'informations sur ce qui se passait à quelques kilomètres. Dans ce climat de confusion, les rumeurs sur le massacre se mêlèrent à des histoires de colonnes américaines disparues après être tombées entre les mains des SS. Les commandants de division et de corps d'armée reçurent des demandes de clarification sur la manière de traiter les prisonniers de certaines formations ennemies, et certains répondirent par des instructions verbales laissant place à des actions sévères sur le terrain, tant que celles-ci n'étaient pas enregistrées par écrit. Les accusés eux-mêmes, lors du procès de Dachau pour le massacre de Malmedy, reconnurent, lors de plusieurs interrogatoires, qu'ils savaient que le traitement des prisonniers était une question de tension réciproque. Lorsque les procureurs leur demandèrent pourquoi ils pensaient que les Américains étaient si déterminés à porter des accusations pour ce crime en particulier, certains répondirent que, selon eux, du côté allié, des exécutions de prisonniers allemands avaient également eu lieu dans des situations comparables. L'un d'eux commenta que les soldats américains avaient commis des crimes similaires, et pas seulement une fois, et utilisa cette phrase comme argument pour relativiser ce qui s'était passé à Boniez. Ces déclarations furent enregistrées dans les dossiers du procès et obligèrent les enquêteurs alliés à revoir leurs propres archives à la recherche d'accusations de mauvais traitement envers les prisonniers des SS. Les dossiers ultérieurs montrent qu'il y a effectivement eu des enquêtes internes sur des épisodes où des soldats américains auraient pu exécuter des Allemands après leur reddition.
Certains documents mentionnent que le Sénat américain a reçu des lettres d'officiers préoccupés par l'impact de ces accusations sur l'opinion publique et sur la légitimité des procès de guerre. Dans certaines de ces lettres, il est admis que, dans la chaleur du combat, des réactions compréhensibles se sont produites après la nouvelle que des camarades désarmés avaient été tués, et il est reconnu que les commandants ont eu des difficultés à imposer une discipline stricte dans cet environnement. Dans ce climat, certains témoignages de combats recueillis après parlent de décisions prises en quelques secondes. Plusieurs vétérans ont décrit des situations où un groupe d'Allemands sortait des arbres les mains en l'air, et les hommes de la première ligne discutaient à haute voix pour savoir s'ils accepteraient la reddition ou ouvriraient immédiatement le feu. La présence d'insignes des Waffen-SS sur les uniformes ou les casques, ou la suspicion qu'ils appartenaient à des unités ayant un passé d'exécution de prisonniers, pesait lourdement dans ces décisions. Dans plus d'un cas, les récits mentionnent que les soldats ont choisi de tirer sans offrir d'option de reddition lorsqu'ils ont cru reconnaître des insignes des SS sur les vêtements de l'ennemi. Certaines études soulignent que les exécutions de prisonniers allemands ne se sont pas limitées à un seul épisode ou à une seule division, mais qu'elles ont eu lieu à plusieurs endroits du front occidental, presque toujours liées à des nouvelles de massacres antérieurs commis par les SS. Ainsi, le meurtre de Canadiens près de Caen avait provoqué des représailles similaires quelques mois auparavant dans ce secteur, et les rapports sur Malmedy ont déclenché des réactions similaires dans les Ardennes. L'idée de représailles a agi comme un fil conducteur. Une fois qu'il était acquis que les SS fusillaient leurs propres prisonniers, de nombreux combattants alliés ont estimé qu'ils étaient légitimés à répondre de la même manière dans certaines circonstances. Dans ce tableau, la distance entre les ordres écrits et la réalité du front est devenue très visible. Sur le papier, les commandements alliés réitéraient l'obligation de respecter la Convention de Genève et rappelaient que l'exécution de prisonniers de guerre était un crime. En pratique, les rapports recueillis par les historiens ultérieurs montrent que ce principe n'a pas toujours été respecté dans les niveaux les plus bas de la chaîne de commandement, surtout lorsque les officiers de compagnie ou de bataillon partageaient le ressentiment de leurs hommes et préféraient détourner le regard pendant que des actes de vengeance se produisaient. Dans certains cas, ces commandants utilisaient des formulations vagues dans les rapports pour éviter de laisser une trace de tir sur des prisonniers et décrivaient les faits comme tués au combat dans des circonstances confuses. Les interrogatoires d'après-guerre des soldats américains qui avaient combattu dans les Ardennes et dans d'autres secteurs où agissaient les Waffen-SS reflètent une certaine reconnaissance de ce phénomène. Plusieurs personnes interrogées ont admis qu'après avoir appris pour Malmedy, il leur avait été plus facile de justifier qu'un camarade tire sur un SS capturé. D'autres ont raconté qu'ils avaient entendu des ordres verbaux interdisant d'accepter des prisonniers de certaines unités allemandes ou qui laissaient ouverte la possibilité de régler la situation sur le lieu de la capture. En même temps, beaucoup d'entre eux soulignèrent qu'ils ne considérèrent pas ces actions comme normales ou souhaitables, mais comme une réaction concrète à la réputation des unités des SS et à la sensation que la guerre, à ce moment-là, avait laissé derrière elle les normes habituelles. Dans les analyses qui furent faites plus tard sur l'ensemble de la campagne des Ardennes, certains historiens militaires conclurent qu'après Malmedy, la confrontation entre les Waffen-SS et les forces américaines s'était rapprochée d'une guerre d'extermination à petite échelle, où le concept de quartier général avait pratiquement disparu lors de certains affrontements. La réputation antérieure des SS, les ordres de Hitler d'utiliser la terreur comme arme et la nouvelle du massacre de prisonniers à Boniez formèrent un enchevêtrement qui plaça les soldats des deux camps dans une logique de vengeance et de peur. De cette perspective, les exécutions de SS capturés qui se produisirent dans les semaines suivantes apparaissent comme un résultat direct de cette combinaison de précédents et de l'expérience immédiate du combat dans l'un des moments les plus durs de la guerre sur le front occidental. Quand l'enfer s'est ouvert, le jour où le monde a vu les camps. Au début de 1945, les forces alliées avançaient à travers les territoires du Reich qui abritaient encore un nombre considérable de camps, l'effondrement du régime ayant accéléré l'évacuation de milliers de prisonniers depuis des installations situées plus à l'est, et les déplacements forcés laissaient un sillage de morts le long des routes.
Lorsque les avant-gardes britanniques, américaines et soviétiques commencèrent à pénétrer dans des zones où ces complexes restaient actifs, les unités de reconnaissance rapportèrent que la situation à l'intérieur était différente de ce qu'elles avaient trouvé dans d'autres installations militaires. Les rapports décrivaient des mouvements désordonnés de civils, des colonnes de détenus avançant sans direction claire et des bâtiments encerclés dont l'état suggérait que quelque chose d'anormal se passait à l'intérieur. Aux environs de Majdanek, près de Lublin, les premiers soldats soviétiques observèrent des restes de structures qui ne correspondaient à aucune installation militaire standard. Les baraquements montraient des signes d'abandon précipité et des piles d'objets personnels étaient éparpillées sur le sol. Certains groupes de reconnaissance trouvèrent des cadavres non enterrés dans les environs, ce qui indiquait déjà qu'il s'agissait d'un lieu où la population était restée confinée jusqu'à très récemment. Les survivants qui pouvaient encore marcher s'approchèrent des soldats dans un état extrême d'épuisement et avec des signes visibles de maladies graves. La Garde rouge envoya des rapports à ses supérieurs parlant de scènes qui dépassaient toute expérience antérieure sur le front de l'Est, et les retards dans l'évacuation des prisonniers étaient expliqués par l'urgence sanitaire que ces cas nécessitaient. Les marches d'évacuation qui précédèrent l'arrivée alliée provoquèrent des milliers de morts supplémentaires. Depuis janvier 1945, les autorités nazies ordonnèrent le déplacement forcé de dizaines de milliers de prisonniers vers l'intérieur du Reich. Ces colonnes avançaient dans des conditions hivernales, sans suffisamment de nourriture ni de repos. Les gardes recevaient des instructions pour tirer sur ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme. Sur les routes reliant des camps comme Auschwitz à des installations en Allemagne centrale, les cadavres marquaient le chemin. Des soldats soviétiques avançant vers l'ouest documentèrent la présence de corps congelés le long des routes secondaires, beaucoup étant vêtus uniquement de uniformes rayés. L'ampleur de ces traces montrait que le système n'avait pas échoué par manque d'organisation, mais qu'il avait continué à fonctionner jusqu'au dernier moment possible. À mesure que l'armée rouge avançait vers l'ouest, des installations comme Auschwitz retardèrent leur évacuation autant que possible. Lorsque les colonnes soviétiques traversèrent leurs limites extérieures, elles trouvèrent des entrepôts remplis d'effets personnels triés par type, des piles de vêtements en montagne et des dépôts saturés de matériel humain montrant l'ampleur de ce qui s'était passé sur place. Parmi les bâtiments se trouvaient des corps abandonnés dans des tranchées ou des fosses superficielles, beaucoup vêtus de uniformes rayés ou de couvertures improvisées. Les responsables des premières inspections médicales confirmèrent qu'une grande partie des prisonniers encore en vie avaient besoin d'une attention urgente pour des cas de typhus, de dysenterie et des états avancés de famine. Pendant l'entrée de l'armée rouge dans ces camps, la réaction envers le personnel de garde qui n'avait pas réussi à s'échapper fut immédiate. Les témoignages recueillis par la suite indiquent que les gardes qui portaient encore des insignes des SS ou des brassards furent séparés du reste et placés sous surveillance directe. Les prisonniers capables de se déplacer s'approchaient des soldats soviétiques pour identifier ceux qui avaient exercé des fonctions de commandement. Dans plusieurs camps où l'armée rouge arriva avant que la plupart des autorités nazies n'aient fui, la réponse consista en des exécutions sommaires dans les cours de formation. Les unités d'assaut soviétiques, formées par des troupes ayant passé des mois dans des combats urbains et ruraux, considéraient les membres des SS comme des ennemis de haute dangerosité, et la situation dans les camps renforçait cette perception. Le protocole soviétique envers les prisonniers allemands sur le territoire du Reich était déjà sévère avant la libération des camps, mais après leur entrée dans ces installations, l'attitude se durcit encore davantage. Les officiers politiques de l'armée rouge, responsables du maintien de la discipline idéologique parmi les troupes, informèrent leurs supérieurs que les soldats soviétiques montraient des réactions de colère, contenues en inspectant les installations. Dans certains secteurs, les commandants de bataillon permirent à leurs hommes d'agir de manière autonome pour traiter le personnel SS capturé, comprenant que toute tentative d'imposer des restrictions provoquerait des tensions dans les rangs. Cette position reflétait à la fois l'expérience d'occupation brutale subie par l'Union soviétique et la conviction que les responsables de ces lieux ne méritaient aucune protection selon les normes de guerre conventionnelles. Lorsque les troupes américaines entrèrent dans des camps comme Flossenbürg ou Buchenwald, elles découvrirent des scènes qui surpassaient tout précédent. À Flossenbürg, en traversant l'entrée principale, elles observèrent des corps empilés près des crématoriums et des dizaines de cadavres éparpillés entre les baraquements.
certains dans des positions suggérant une mort lors de tentatives d'évacuation forcée. Les survivants ne pouvaient à peine se tenir debout, et beaucoup s'effondraient en essayant d'accueillir les soldats. La 90e division d'infanterie signala que les gardes encore présents dans le camp montraient un évident stress et que certains tentaient de cacher leurs insignes derrière des vêtements civils pris dans les entrepôts. À Buchenwald, bien qu'une partie du personnel ait réussi à fuir quelques heures auparavant, il restait encore des surveillants qui tentèrent de se mêler aux détenus pour éviter d'être identifiés. Les prisonniers eux-mêmes les reconnurent et désignèrent leur rôle dans la hiérarchie interne du camp, obligeant les soldats à les séparer du reste. L'identification des responsables dans les deux camps créa une atmosphère de tension extrême. Dès que les survivants désignaient des individus impliqués dans des abus ou des exécutions antérieures, les soldats américains les éloignaient du groupe, et dans des secteurs proches des entrées des complexes, plusieurs témoignages confirment que des tirs furent entendus peu après. En avançant à travers les cours, les compagnies continuaient de trouver des corps d'hommes vêtus de restes d'uniformes noirs ou de chemises, laissant apparaître des runes sur le côlon. À Dachau, la situation fut encore plus extrême. Lorsque les forces américaines s'approchèrent du camp, elles virent des trains stationnés juste à l'extérieur du complexe. Les wagons étaient remplis de corps dans différents états de décomposition. Les portes avaient été fermées et sécurisées de l'extérieur, et dans certains cas, les prisonniers étaient morts en tentant de s'échapper, en arrachant des planches et en frappant le métal. Les soldats de la 45e division, en ouvrant ces wagons, trouvèrent des scènes qui provoquèrent des nausées et des réactions incontrôlées parmi certains membres de la troupe. Les documents médicaux préparés ultérieurement indiquent que la plupart des morts étaient décédés de faim, de maladie et de l'absence totale de traitement durant les derniers jours des transferts. Après cette découverte, les compagnies qui avancèrent vers l'entrée principale de Dachau virent un groupe de gardes SS tentant de se mettre en rang devant les prisonniers restés dans le camp. Beaucoup d'entre eux avaient jeté leurs armes et levaient les mains, attendant d'être faits prisonniers selon les règles établies. Cependant, plusieurs soldats américains qui venèrent d'inspecter les wagons se confrontèrent aux SS et commencèrent à tirer sur eux en une réaction immédiate. Les rapports contradictoires recueillis après l'incident montrent différents comptes rendus de morts, mais tous s'accordent à dire que le déclencheur fut la vision directe des corps dans les trains et l'identification immédiate des gardes avec cet horrible spectacle. Les officiers américains qui enquêtèrent sur l'incident quelques semaines plus tard reconnurent dans des témoignages internes que la discipline avait été momentanément brisée. Certains soldats expliquèrent que l'impact visuel avait été trop intense pour maintenir une conduite professionnelle. Dans les jours qui suivirent, la chaîne de commandement émit des directives rappelant l'obligation de respecter le traitement des prisonniers, bien que plusieurs documents internes révèlent que ces ordres n'étaient pas toujours respectés lorsqu'il s'agissait de personnel SS identifié comme responsable direct de ce qui avait été trouvé dans les camps. L'opération de libération de Bergen-Belsen par la 11e division blindée britannique généra l'un des épisodes les plus documentés par des médecins et des officiers. En entrant dans le camp, les Britanniques trouvèrent une situation qu'ils définissaient comme chaotique et dévastatrice. Les baraquements étaient tellement saturés qu'il y avait des corps dans les couloirs et l'hygiène était pratiquement inexistante. Les autorités SS qui étaient encore présentes dans le camp tentèrent de négocier un transfert ordonné, soulignant que la situation leur avait échappé en raison du nombre de prisonniers malades. Cependant, les officiers britanniques découvrirent des dépôts pleins de nourriture qui n'avaient pas été distribués et un hôpital improvisé où presque tout le matériel de base manquait. La réaction des troupes britanniques fut d'une colère évidente envers les responsables. Des unités chargées de la sécurité localisèrent des gardes qui portaient encore leur uniforme ou une partie de celui-ci, et la tension monta lorsque les prisonniers identifièrent des individus spécifiques comme responsables d'actions violentes, d'assignation de tâches mortelles ou d'exécutions. Dans plusieurs cas, il a été enregistré que les soldats britanniques permirent aux prisonniers de s'approcher des gardes retenus. À certains endroits du camp, les détenus attaquèrent les membres des SS avec des bâtons, des pierres et des outils trouvés au sol. Les officiers britanniques n'intervinrent que lorsque la situation commença à devenir incontrôlable et plusieurs sources indiquent que certains gardes moururent avant que la discipline ne soit rétablie. Sur le front oriental, où l'armée rouge avait supporté des années d'occupation brutale, la réponse envers les gardes SS capturés dans des camps fraîchement libérés fut encore plus fulgurante.
Dans des endroits où presque aucune structure n'était encore debout, les soviétiques rassemblèrent les prisonniers survivants et leur permirent d'identifier les membres des SS qui n'avaient pas réussi à fuir. Un groupe de soldats soviétiques, accompagnés d'officiers de sécurité, écouta les accusations directes des détenus mentionnant des ordres violents et des exécutions sommaires. Les gardes désignés furent emmenés dans des zones isolées et exécutés par balles à courte distance. Les archives soviétiques documentant ces faits sont brèves, mais confirment qu'il s'agissait d'actions immédiates liées à l'état dans lequel se trouvaient les camps. Dans certains secteurs, les soviétiques trouvèrent des fosses communes encore non complètement recouvertes. Les fouilles révélèrent des tas de corps non identifiés, beaucoup de femmes et de mineurs qui étaient morts dans les jours précédant l'arrivée de l'armée. La présence de ces restes provoqua des réactions de grande dureté envers tout membre des SS trouvés à l'intérieur ou à proximité du camp. Les rapports internes du NKVD mentionnent que la chaîne de commandement considérait les gardes comme des ennemis irréconciliables, ce qui expliquait la rapidité avec laquelle ces châtiments étaient exécutés. L'interaction entre les soldats libérateurs et les prisonniers dans des camps comme Mauthausen montra un schéma similaire. Là-bas, lorsque les forces américaines entrèrent, elles trouvèrent des prisonniers extrêmement affaiblis, beaucoup d'entre eux incapables de se tenir debout. Les soldats qui accompagnaient les médecins inspectèrent les installations et trouvèrent des registres d'exécutions récentes. Dans les escaliers de la carrière, lieu emblématique du travail forcé, ils trouvèrent des corps récents de détenus qui étaient morts dans les derniers jours. Lorsque des gardes SS tentèrent de se rendre en prétendant ne pas avoir participé à ces meurtres, les détenus s'approchèrent des soldats pour les contredire et expliquer qui avait donné les ordres. La tension monta à un tel point que les soldats américains durent séparer les prisonniers pour éviter des lynchages massifs, mais dans plusieurs cas, ils ne purent empêcher les agressions qui se terminèrent par des meurtres. Dans des installations mineures, souvent utilisées comme sous-camps ou extensions de centres plus grands, les Alliés trouvèrent des conditions tout aussi extrêmes. Des baraquements saturés de malades, des corps qui n'avaient pas été enlevés et des signes d'évacuation précipités effectués à peine quelques jours avant. Les gardes qui restaient dans ces lieux se rendèrent généralement avec un nerveux évident, conscients que leur présence suscitait une profonde méfiance parmi les troupes libératrices. Dans certains de ces camps, la tension se manifesta par des éclats de violence spontanés entre prisonniers et gardiens, ce qui força les officiers alliés à intervenir pour éviter un dérapage plus important. Les restes physiques trouvés dans les camps ont renforcé toute cette réaction. Dans les zones proches des crématoires, les soldats voyaient des fours saturés de cendres et des piles d'os triées pour être éliminés. Dans les bâtiments administratifs, des registres de châtiments, d'exécutions et d'ordres de transport furent trouvés. La présence d'installations avec des traces de sang frais dans certains complexes surprit particulièrement les équipes médicales alliées, qui conclurent que des exécutions avaient eu lieu même dans les heures précédant l'arrivée des troupes. Le personnel médical allié qui accompagnait les unités de combat documenta méticuleusement l'état sanitaire des survivants. Les rapports décrivaient des tableaux cliniques graves, malnutrition avancée, typhus épidémique, tuberculose, dysenterie chronique et blessures infectées sans traitement. Dans plusieurs camps, plus de la moitié des prisonniers libérés moururent dans les semaines suivantes malgré les efforts médicaux, en raison de la détérioration irréversible de leurs organismes. Cette réalité renforça la perception que le système avait fonctionné comme un mécanisme d'extermination progressif, maintenant les prisonniers dans des conditions conçues pour provoquer leur mort graduelle. Les photographies et les films réalisés par les équipes de combat et les correspondants devinrent des preuves documentaires de ce qui avait été trouvé. Les images montraient des prisonniers squelettiques, des piles de cadavres non enterrés et des structures dont la fonction était évidente par leur conception. Ces matériaux furent distribués parmi les troupes alliées et utilisés par la suite dans des rapports officiels, renforçant la conviction que les responsables directs de ces lieux méritaient un traitement différencié de celui des autres prisonniers de guerre allemands. L'avancée à travers les camps autour de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Pologne montra clairement que la libération ne consistait pas seulement à ouvrir des complexes et à évacuer les prisonniers, mais aussi à faire face aux conséquences immédiates de ce qui s'était passé là-bas. Les exécutions de gardes SS, les lynchages de responsables identifiés par les prisonniers et la colère spontanée qui surgissait en voyant des tas de corps non enterrés
faisaient partie d'une même réaction face à l'impact direct de l'horreur. Les soldats qui entrèrent dans ces camps documentèrent la scène avec des termes qu'ils utilisaient dans les rapports officiels, soulignant l'ampleur de la dévastation physique et humaine qu'ils avaient trouvée et prenant note de l'effet que cela eut sur les décisions prises dans ces premières heures, dans un environnement où la discipline militaire était soumise à une pression qu'ils n'avaient pas expérimentée ailleurs sur le front. Chasser sans pitié, la fin des hommes en noir. Dans les derniers mois de la guerre, l'effondrement du régime nazi se refléta brutalement dans le destin de ces hommes les plus redoutés. Les membres des SS, identifiables par leurs uniformes noirs et les tatouages du groupe sanguin sur le bras gauche, devinrent des cibles immédiates. Cette marque, qui pendant des années avait symbolisé l'appartenance et le pouvoir, les condamnait désormais. Des rues de Berlin aux villages d'Autriche et de Bavière, la population savait reconnaître ces signes. Les unités de la Wehrmacht, les forces alliées et la population civile partageaient la même réaction. Il n'y avait aucune compassion pour les porteurs de ces insignes. Beaucoup comprirent rapidement ce que signifiait être capturé avec ce symbole visible. Dans les dernières semaines d'avril 1945, alors que les troupes alliées se rapprochaient, des milliers d'hommes des Waffen-SS tentèrent d'éliminer toute trace de leur identité. Certains se coupèrent la peau avec des couteaux improvisés, d'autres appliquèrent du feu ou de l'acide pour effacer le tatouage. La douleur physique était préférable au risque d'être reconnu. Dans des hôpitaux improvisés et des maisons abandonnées, on voyait des soldats avec des bandages aux bras, prétendant avoir souffert de blessures de combat. Ceux qui n'avaient pas réussi à l'enlever cherchèrent des chemises longues ou des bandages pour couvrir la marque. Le tatouage du groupe sanguin, introduit dans les SS pendant les années 30 comme une mesure d'identification médicale rapide, était devenu la marque la plus compromettante. Habituellement situé sur la face interne du bras gauche, près de l'aisselle, il consistait en les lettres du groupe sanguin suivies du symbole des SS. Lors des interrogatoires alliés, les équipes de renseignement ont développé des protocoles spécifiques pour examiner cette zone du corps chez tous les prisonniers suspects. Les tentatives d'élimination étaient détectables, les cicatrices récentes, les brûlures ou les coupures profondes dans cette zone particulière étaient considérées comme une preuve suffisante d'appartenance aux SS. Les manuels d'identification distribués aux forces alliées comprenaient des instructions détaillées sur la façon de reconnaître ces tentatives de dissimulation. Les divisions des Waffen-SS, autrefois craintes pour leur discipline et leur brutalité, se désintégrèrent dans les chemins de l'Allemagne. Officiers et soldats se dépouillaient de leurs uniformes, jetaient des insignes dans les rivières et enterraient des médailles sous la terre. Certains cherchaient des vêtements civils, d'autres volaient des documents pour assumer de fausses identités. Les trains pleins de réfugiés étaient le refuge idéal pour ceux qui voulaient disparaître. La frontière entre combattants et civils se dissolvait à mesure que les colonnes défaites se mêlaient à la population en fuite. Dans des villes comme Hambourg, Munich ou Vienne, les rumeurs sur les crimes des SS circulaient rapidement. Les images des camps fraîchement libérés provoquaient une colère contenue parmi la population allemande. Lorsque les prisonniers libérés revenaient et racontaient ce qu'ils avaient vu, de nombreux citoyens déchargeaient leur haine contre les anciens uniformés. Dans certains villages, les gens pendaient des pancartes improvisées disant « Pas de SS ici » et ceux qui étaient désignés dans la rue pouvaient être agressés jusqu'à la mort. À Linz et dans de petites localités de Bavière, plusieurs anciens membres des SS furent lynchés par des foules. C'était le reflet d'un pays qui s'effondrait sur lui-même. La population civile allemande faisait face à un dilemme particulier à ces jours-là. D'un côté, de nombreux habitants avaient soutenu le régime ou simplement cohabité avec lui pendant des années. De l'autre, ils craignèrent maintenant les représailles alliées et cherchaient à prouver qu'ils n'avaient pas participé au crime. Délivrer ou désigner les membres des SS devint une manière de se distancer du passé récent. Dans plusieurs localités, les maires provisoires organisèrent des registres des résidents pour identifier ceux qui avaient servi dans les formations SS, facilitant ainsi leur arrestation par les troupes occupantes. Cette collaboration, motivée à la fois par la peur et le ressentiment accumulé, accéléra la capture de nombreux ceux qui tentèrent de se cacher parmi la population civile. Le chaos final du Reich fit aussi en sorte que les propres forces allemandes règlent leurs comptes. Dans les rangs de la Wehrmacht, de nombreux soldats avaient accumulé du ressentiment envers les SS pour avoir reçu un traitement de faveur ou pour leur fanatisme.
Les jours de la capitulation, les affrontements entre les deux groupes n'étaient pas rares. Il existe des enregistrements d'unités de la Wehrmacht exécutant sommairement des membres des SS accusés de pillage ou de provoquer des redditions inutiles. Lors des derniers combats près de Prague, certains commandants ordonnèrent de tirer sur ceux qui portèrent les runes sur le cou ou sur les casques. Pour eux, les SS représentaient la cause du désastre total. Ce phénomène d'exécution interne reflétait l'effondrement de la structure de pouvoir nazi. La Leibstandart, la division Das Reich et d'autres formations d'élite avaient bénéficié pendant des années de priorité en matière de fourniture, d'équipement et de remplacement, tandis que les unités régulières de l'armée fonctionnaient avec des pénuries chroniques. Cette inégalité alimenta un ressentiment qui resta latent pendant la guerre, mais qui éclata lorsque la défaite devint inévitable. Des officiers de la Wehrmacht qui avaient été témoins du comportement des SS sur le front oriental ou qui avaient été témoins de crimes de guerre trouvèrent dans l'effondrement final l'opportunité d'exprimer leur rejet. Certains documents d'après-guerre rapportent des témoignages de soldats réguliers qui ont admis avoir participé à des exécutions de membres des SS pendant les dernières semaines d'avril et le début mai 1945, justifiant cela comme une réponse à des années d'humiliation institutionnelle. L'effondrement du système politique et militaire allemand laissa des dizaines de milliers de ces hommes sans direction. Dans les jours suivants le 8 mai 1945, les rues étaient remplies d'anciens membres des SS essayant de se mêler aux civils. Beaucoup se dirigeaient vers le sud, où ils espéraient se rendre aux Américains ou aux Britanniques, craignant d'être capturés par les Soviétiques. Les routes de l'Autriche et de la Bavière étaient pleines de colonnes de soldats marchant sans insigne, portant des valises ou des sacs à dos avec l'essentiel. Dans les zones contrôlées par l'armée rouge, la situation était différente. Les Soviétiques ne faisaient pas de distinction entre les soldats réguliers et les membres des SS. Dans de nombreux cas, ils étaient fusillés sur le champ. À mesure que les troupes soviétiques avançaient en Allemagne de l'Est et dans des territoires comme la Silésie ou la Prusse, ils intensifièrent les contrôles sur la population masculine en âge de combattre. Dans de nombreuses localités, des enregistrements immédiats furent établis sur les places ou dans les bâtiments municipaux, où les habitants étaient examinés et classés en fonction de leur possible participation à l'appareil nazi. Les suspects étaient retenus pour des interrogatoires ultérieurs, tandis que le reste était envoyé sous escorte vers des points de rassemblement ou des travaux forcés temporaires destinés à réparer les infrastructures endommagées. Dans ce climat d'occupation et de méfiance généralisée, toute connexion avec les organisations du régime pouvait signifier des semaines ou des mois de détention sans inculpation formelle. Les Soviétiques appliquaient des critères plus larges que les alliés occidentaux pour classer les prisonniers. En plus du tatouage du groupe sanguin, ils cherchèrent des cicatrices d'entraînement spécifiques, de la documentation militaire, des témoignages de voisins ou de camarades de l'unité, et tout indice de participation à des opérations antipartisanes. Les commandants soviétiques recevaient des instructions pour traiter chaque membre des SS comme un criminel de guerre potentiel, ce qui, dans la pratique, signifiait que la plupart ne survivraient pas à la captivité ou, dans le meilleur des cas, passeraient des décennies dans des camps de travail en Sibérie. Dans la zone occidentale, le traitement variait. Les Américains et les Britanniques, bien qu'ils appliquaient les normes de la Convention de Genève, maintenaient des protocoles stricts. Les prisonniers étaient examinés un par un, à la recherche de tatouages sur les bras ou de documents suspects. Les unités de police militaire recevaient des listes avec des noms et des rangs. Les interrogatoires se déroulaient dans des tentes ou des bâtiments réquisitionnés, et les prisonniers étaient séparés selon leur affiliation. Ceux qui admettaient appartenir au SS étaient classés comme détenus automatiques, ce qui signifiait une prison sans durée déterminée. Ceux qui tentaient de nier leur passé étaient confrontés à un examen physique complet. Les alliés occidentaux développèrent un système administratif complexe pour traiter le volume massif de prisonniers. Des formulaires de classification furent créés avec des catégories spécifiques. Membres des Waffen-SS, personnel des camps de concentration, agents de la Gestapo, fonctionnaires du parti nazi et collaborateurs civils. Chaque catégorie impliquait différents niveaux de détention et de possibilités de jugement. Les camps de prisonniers en France, en Belgique et en Allemagne occidentale se saturèrent rapidement, obligeant les autorités à établir des installations supplémentaires.
Dans certains cas, d'anciens quartiers généraux des SS furent reconvertis en centres de détention pour leurs propres membres, une ironie qui ne passa pas inaperçue auprès des prisonniers. Dans les camps de prisonniers administrés par les Alliés, la présence d'anciens membres des SS créait une atmosphère pleine de méfiance. Pour éviter les conflits, de nombreux commandants choisirent de les séparer du reste des détenus et de les soumettre à des contrôles plus stricts. Néanmoins, les tensions ne disparurent pas. Certains groupes de prisonniers, notamment ceux provenant de territoires occupés, réagissaient avec hostilité dès qu'ils identifiaient quelqu'un lié à l'appareil répressif nazi. Ces incidents obligèrent les autorités à renforcer la surveillance interne et à réorganiser certaines zones des complexes, non plus à cause de violentes explosions ouvertes, mais en raison de la peur constante que la cohabitation forcée entraîne des règlements de comptes difficiles à contenir. Les interrogatoires révélaient des tentatives constantes de distorsion du passé. De nombreux prisonniers recouraient à des documents falsifiés, des biographies inventées ou des récits incomplets visant à minimiser leur rôle au sein du régime. Les interprètes alliés détectèrent facilement les contradictions et les officiers de renseignement commencèrent à identifier des motifs dans les histoires qui se répétaient d'un détenu à l'autre. Grâce à cette expérience accumulée, le processus de classification se raffina rapidement et dans de nombreux cas, il suffisait de comparer les déclarations pour découvrir qui tentait de cacher sa véritable position dans la structure des SS. Parmi les stratégies les plus courantes figurait celle qui consistait à affirmer appartenir à des unités administratives ou de soutien, prétendant ne pas avoir participé aux combats ni aux opérations répressives. D'autres tentaient de faire valoir qu'ils avaient été recrutés de force dans les derniers mois de la guerre, lorsque les SS acceptaient des recrutements moins sélectifs pour compenser les pertes. Les interrogateurs développèrent des techniques pour vérifier ces affirmations. Ils posaient des questions sur des détails spécifiques de l'entraînement, des noms de supérieurs, des emplacements de casernes et des dates de déploiement. Les incohérences dans ces détails révélèrent des mensonges. Les archives capturées du régime nazi, en particulier celles trouvées dans les bureaux centraux des SS à Berlin et à Munich, permirent aux Alliés de confronter bon nombre de ces déclarations avec les registres officiels. Au fil des semaines, le processus d'identification devint systématique. Les autorités alliées créèrent des listes de suspects et des formulaires de classification. Des centres de filtrage furent établis où les prisonniers étaient examinés et enregistrés. Ceux qui appartenaient au SS, à la Gestapo ou au SD étaient envoyés dans des camps spéciaux de détention. L'objectif était de distinguer les simples recrues des membres impliqués dans des crimes. Cependant, l'ampleur de l'effondrement allemand rendait toute surveillance difficile. Des millions de personnes se déplaçaient dans le pays et des milliers parvinrent à échapper à la révision. L'utilisation d'identités fausses devint courante. Beaucoup adoptèrent les noms de leurs proches ou utilisèrent des documents trouvés sur des cadavres. D'autres se réfugièrent dans des monastères ou cherchèrent de l'aide dans des zones rurales où personne ne posait de questions. Dans le chaos de l'après-guerre, il suffisait d'avoir une histoire convaincante pour passer inaperçu. Certains ex-officiers trouvèrent des emplois manuels, vivant sous des noms inventés. D'autres se déplacèrent vers des régions contrôlées par les Alliés occidentaux, où le désordre initial facilitait l'anonymat. En Autriche, la frontière avec l'Italie et la Suisse devint une voie de fuite. À travers les Alpes, plusieurs groupes d'anciens membres des SS réussirent à traverser avec l'aide de contrebandiers ou de contacts du parti ancien. Dans certains cas, des routes organisées furent utilisées pour faire sortir des personnes du pays, bien qu'en 1945, elles fussent encore improvisées. Les Britanniques et les Américains documentèrent l'existence de réseaux d'entraide entre anciens membres du régime. Les enquêtes ultérieures trouvèrent de la correspondance, des noms et des adresses qui démontraient que de nombreux fugitifs avaient reçu la protection de sympathisants. Ces réseaux de fuite, qui seraient plus tard connus sous le nom de route des rats, opéraient discrètement mais avec une certaine efficacité. Certains impliquaient des prêtres catholiques qui offraient un refuge temporaire dans des monastères, ainsi que de faux documents permettant aux fugitifs de se présenter comme des réfugiés de guerre. La Croix-Rouge internationale, sans le savoir dans de nombreux cas, émit des documents de voyage à des individus présentant de fausses identités. Les ports de Gênes et de Barcelone devinrent des points de départ vers l'Amérique latine, en particulier l'Argentine, où plusieurs anciens membres des SS trouvèrent refuge dans les années suivantes.
L'effondrement du Reich laissa également de nombreux SS à la merci de la population civile. Dans les villages détruits, on les voyait essayer de commercer des aliments ou se réfugier dans des fermes. Les familles allemandes, craignant des représailles, évitaient de leur offrir un abri. Dans plusieurs villes, les civils organisèrent leurs propres rondes nocturnes et remirent les suspects aux troupes alliées. Dans d'autres cas, la vengeance fut directe. Des hommes en uniforme noir étaient agressés ou pendus sur des places publiques. À Hambourg, une foule traîna un officier des SS dans les rues avant l'arrivée de la police militaire. Les photographies de ces jours-là montrent des corps dans les fossés, sans insigne ni identification. Le processus de capture et de classification dura plusieurs mois. Dans les rapports de renseignement alliés, on trouvait des chiffres parlant de centaines de milliers de détenus. Parmi eux, plus de 80 000 furent identifiés comme membres des SS. La plupart furent envoyés dans des camps de détention où de nouveaux interrogatoires eurent lieu. Dans de nombreux cas, les prisonniers insistaient sur le fait qu'ils n'avaient fait qu'exécuter des ordres ou qu'ils n'avaient jamais été au combat. Les officiers alliés devaient différencier le soldat ordinaire de celui impliqué dans des crimes. Les listes de Nuremberg devinrent une référence pour décider qui devait être jugé. Les exécutions extrajudiciaires, cependant, ne disparurent pas immédiatement. Dans les premiers mois après la capitulation, des incidents furent enregistrés dans plusieurs endroits où des gardes ou des membres des SS furent fusillés sans jugement préalable. Les témoignages de soldats américains et britanniques recueillis par des historiens s'accordent à dire que les émotions étaient encore vives. Certains affirmaient que les prisonniers SS étaient trop dangereux pour être maintenus en vie. En Bavière et en Autriche, des exécutions sommaires furent signalées dans des zones rurales où les commandants préféraient éviter les transferts. Ces exécutions, bien que non officielles, reflétaient l'ambiance de revanche qui dominait l'Europe en 1945. Les partisans jouèrent également un rôle significatif dans la chasse aux membres des SS. En Italie, en France et dans les Balkans, des groupes de résistance qui avaient combattu pendant des années contre l'occupation allemande exécutèrent des dizaines de SS capturés dans les semaines suivant la capitulation. Dans certaines régions, ces règlements de compte se faisaient avec l'accord tacite des autorités alliées, qui préféraient ne pas intervenir dans les conflits locaux. Les partisans yougoslaves, particulièrement actifs en Slovénie et en Croatie, furent responsables d'exécutions massives de collaborateurs et de soldats allemands, y compris de nombreux membres de la division Prinz Eugen qui tentaient de se retirer vers l'Autriche. Dans la zone soviétique, le destin était encore plus sévère. Les prisonniers étaient transférés par train vers des camps en Pologne ou en Russie. Les conditions étaient dures, faim, maladie et journées de travail épuisantes. Peu de retour. Les documents soviétiques parlent de dizaines de milliers d'ex-membres des SS morts en captivité. Aux yeux du régime de Staline, ces hommes étaient responsables collectivement de la souffrance causée par la guerre. Aucun ne méritait de clémence. Le système des camps soviétiques, connu sous le nom de goulag, absorba des milliers de prisonniers allemands classés comme criminels de guerre. Les membres des SS recevaient les pires affectations, des mines de charbon en Arctique, la construction de chemins de fer en Sibérie et des travaux forestiers dans des conditions extrêmes. Le taux de mortalité parmi ces prisonniers dépassait les 50% durant les premières années de captivité. Ceux qui survécurent et retournèrent finalement en Allemagne dans les années 1950 apportaient avec eux des témoignages du traitement qu'ils avaient reçu, bien que beaucoup choisissent le silence pour éviter d'être à nouveau associés à leur passé dans les SS. Pendant ce temps, à l'Ouest, les procès commencèrent. Les autorités alliées sélectionnèrent les principaux responsables pour être jugés à Nuremberg, mais la grande majorité des membres des SS fut confrontée à des procès mineurs ou simplement retenus pendant des mois. Dans les années suivantes, beaucoup furent libérés sans inculpation, en raison de l'impossibilité de prouver leur implication directe. Certains retournèrent à la vie civile, changeant de nom et effaçant toute trace de leur passé. D'autres s'intégrèrent dans la nouvelle Allemagne, où le silence sur ces années devint une manière de survivre. Les archives ultérieures révélèrent que plusieurs anciens membres des SS réussirent même à obtenir des emplois publics ou à travailler dans des entreprises reconstruites après la guerre. Dans le chaos de l'après-guerre, l'objectif principal des puissances était de stabiliser le pays, pas de poursuivre chaque individu. Cependant, la mémoire de ces jours ne disparut pas.
Dans chaque village, quelqu'un se souvenait de qui avait porté l'uniforme noir ou de qui avait tenté de cacher le tatouage sur le bras. Ainsi se termina l'histoire de l'organisation qui avait été le symbole du pouvoir du régime. Ses membres, reconnaissables par des marques, des uniformes et leur notoriété, devinrent des fugitifs dans leur propre pays. Certains furent exécutés dans les rues, d'autres passèrent des années dans des camps, et quelques-uns réussirent à s'enfuir et à reconstruire leur vie sous de faux noms. La défaite de l'Allemagne ne signifia pas seulement la fin du Reich, mais aussi la disparition progressive de ceux qui en avaient été la garde la plus redoutée. Dans ce chaos de 1945, parmi les ruines, la faim et la vengeance, le destin des hommes des SS fut scellé sans qu'aucun jugement ni rédemption ne soit nécessaire.